Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est vendredi, c'est le vendredi 13 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien et on va continuer aujourd'hui sur l'histoire de France. On s'est arrêté hier au début du XIVe siècle, à la fin du XIIIe siècle, et à cette époque-là, le roi s'appelle Philippe IV le Bel. Il s'appelle comme ça parce qu'il était très beau. On ne disait pas le beau à l'époque, on disait le bel, donc Philippe IV le Bel. Alors, pourquoi je vous parle de ce roi? Parce que il a fait quelque chose d'incroyable et je vais vous le raconter tout de suite. Ce roi, il était croyant, donc il croyait en Dieu, mais il ne voulait pas que le pape intervienne dans les affaires de la France. À l'époque, le pape avait une grande autorité. C'était le chef de l'Église catholique, ça l'est toujours d'ailleurs, mais comparé à aujourd'hui, le pape à l'époque avait beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Et il était de coutume que le pape s'occupe, ou plutôt donne son avis sur les affaires de la France et des autres pays catholiques. Et depuis le début du règne de Philippe le Bel, entre le roi et le pape, il y a des désaccords, il y a des mécontentements, bref, c'est la guerre. Et le pape va décider tout seul d'un impôt sur les revenus des prêtres, des évêques, en gros, des hommes d'église. Donc le pape va décider de cet impôt tout seul, sans consulter le roi. Et ça, Philippe le Bel, le roi de France, ne l'accepte pas du tout et il est parfaitement opposé à cela. Le pape de l'époque, qui s'appelait Boniface VIII, a fait ça en fait pour imposer son pouvoir, pour montrer qu'il avait du pouvoir en France et qu'il n'avait pas besoin de passer par le roi. Donc le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander la démission du pape. Carrément. Le roi demande à ce que le pape démissionne suite au nouvel impôt qu'il a fait lever en France. Ce à quoi le pape répond que les Français n'ont plus besoin d'être fidèles au roi. Depuis l'époque des Mérovingiens, depuis le règne de Clovis, le fait que Clovis ait été baptisé, il y a comme un mélange des pouvoirs entre l'autorité du roi et l'autorité de l'Église. Et donc, le pape demandait, ou plutôt imposait aux Français d'être fidèles au roi, car le roi et le pape représentaient l'autorité la plus haute. Donc le roi, suite au problème de l'impôt, va demander la démission du pape. Et alors le pape, il déclare que les Français n'ont plus à être fidèles au roi. En gros, il donne aux Français la possibilité de se rebeller, de ne plus croire en leur roi. C'était quoi le but? Eh bien, c'était peut-être que les Français renversent le roi. Ça, c'était peut-être le but du pape. Donc vous voyez qu'à cette époque, c'est la guerre entre le roi de France, Philippe le Bel, et le pape. Alors là-dessus, comment il va répondre le roi? Eh bien, il va faire envoyer des hommes en Italie pour capturer le pape. Mais what the fuck? Trop marrant la réponse du roi à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, Macron, le président français, envoyait des hommes à Rome
pour capturer le pape. C'est n'importe quoi. Enfin bon, c'était il y a 700 ans. C'est pas les mêmes coutumes entre aujourd'hui et avant. Mais je pense que même à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable à faire. Et c'était pas de la rigolade. Le roi a vraiment envoyé des hommes jusqu'au pape, mais ces hommes ne vont pas jusqu'à emmener le pape avec eux, parce que le pape était soutenu par la population de la ville où il était. À cette époque-là, il n'habitait pas à Rome, il était ailleurs. Et le pape Boniface VIII mourra un mois après cet événement. Il mourra d'humiliation et de folie. Donc ça arrange bien les affaires du roi de France. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il fait élire un nouveau pape français. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème, faut pas s'emmerder dans la vie. Et ce pape, il va s'installer en Avignon. En Avignon, c'est en fait à Avignon, c'est une ville française. Donc pour avoir le pape sous la main, pour avoir le pape d'accord avec lui, le roi de France a décidé de qui serait le pape et de où il habiterait. C'est incroyable. Moi, je trouve ça hallucinant. Donc, c'était une petite anecdote que je voulais vous raconter, parce que quand même, c'est assez incroyable de lire ça et d'imaginer que ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas que pour ça que je vous parle du roi Philippe le Bel aujourd'hui. Je vous en parle parce que c'est suite à son règne que va commencer la guerre de 100 ans. Alors, c'est quoi la guerre de 100 ans? C'est une guerre qui a eu lieu pendant plus de 100 ans, de 100 années, entre l'Angleterre et la France. Alors, les soldats ne se faisaient pas tout le temps la guerre, il y avait quelques périodes de trêve, quelques périodes de paix, mais quand même, ça a été une guerre très 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 longue. Mais avant cette guerre, le roi, Philippe le Bel, voulait faire la paix avec les Anglais. Il ne voulait plus de guerre contre l'Angleterre. Quoi de mieux pour éviter la guerre que de rapprocher les familles royales? Donc le roi de France va marier sa sœur avec le roi d'Angleterre de l'époque. Et sa fille avec le fils du roi. Alors là, il y a deux mariages entre la famille royale française et anglaise, et donc c'est ça qui rapproche énormément les liens et qui évite les conflits. Enfin, c'est ce qu'on croyait. C'est fou, c'est encore plus compliqué que Game of Thrones cette histoire. La royauté française et anglaise, je peux vous dire que comparé à Game of Thrones, c'est quelque chose. Alors, où je veux en venir? Parce que là, en l'état des choses, les deux familles royales sont rapprochées, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Le roi Philippe le Bel a eu 3 fils. Donc, la continuité de la royauté est assurée. Sauf que problème, les 3 fils sont morts. Les 3 fils sont décédés, donc c'est la fin de la dynastie des Capétiens qui avait commencé avec Hugues Capet. Et là, on a un problème de succession à la couronne de France. Qui va succéder au roi de France si le roi n'a pas eu de fils? Ou plutôt, comme les fils du roi sont tous morts, qui va prendre la place du roi? Parce que si vous avez écouté les podcasts depuis quelques jours, je vous ai expliqué que la couronne royale se passait de père en fils. Donc il n'y a plus de roi en France. Que vont décider les puissants? Que vont décider les nobles? Eh bien, ils vont nommer le neveu de Philippe le Bel.
Ils vont nommer son neveu comme héritier du trône, sauf que les Anglais disent autrement. Les Anglais font valoir le droit du sang avec le petit-fils de Philippe le Bel. Et oui, souvenez-vous, la fille de Philippe le Bel avait épousé le fils du roi d'Angleterre. Ils ont eu un enfant, un garçon, et logiquement, si on suit le droit du sang, c'est ce fils qui doit être roi de France, pardon, pas d'Angleterre. Et donc, avec ça, a commencé le début de la guerre de 100 ans pour le trône de France. La guerre entre le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, et le petit-fils de Philippe le Bel, le futur roi d'Angleterre, qui voulait, lui, avoir les deux pays. Et donc, ça sera la suite demain. Tatam. Comme dans Netflix. La suite au prochain épisode, avec la guerre de 100 ans. Et bien sûr, je vous parlerai de Jeanne d'Arc. Parce que c'est grâce, entre autres, à Jeanne d'Arc que cette guerre a pris fin. Et maintenant, on passe bien sûr à l'expression du jour, être vent debout contre quelque chose. Être, c'est un verbe ou un auxiliaire, mais ici c'est un verbe. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, et je vais encore une fois vous le conjuguer à l'imparfait et au passé simple. Parce que ce verbe être au passé simple, il n'est pas facile et il faut le retenir et le repérer. Le verbe être à l'imparfait, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Et au passé simple, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que le fait que je vous le répète à chaque fois, ça vous aide? J'espère que oui. Le verbe être au passé simple, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. On revient à l'expression être vent debout contre quelque chose. Alors, vent debout, c'est quoi? Le vent, c'est ce qui va souffler, c'est ce qui va faire tomber les feuilles, c'est un élément de la nature. Et debout, c'est quand on est droit, quand on est à la verticale. Un homme debout, c'est un homme sur ses pieds. Mais pourquoi on dit vent debout alors? Ça veut rien dire. En fait, c'est une expression qui vient de la marine. C'est une expression de marin. Quand vous êtes en bateau avec du vent de face, un vent fort qui vient d'en face de vous, eh bien le bateau a du mal à avancer. Et on appelle ça un vent debout. Donc c'est un vent qui va s'opposer à l'avancée du bateau. Donc être vent debout contre quelque chose, c'est s'opposer à quelque chose, s'opposer à un projet, s'opposer à une construction. C'est être contre une chose et on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec cela. Être vent debout contre quelque chose, c'est qu'on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec la chose. Et on va le montrer avec énergie, avec vivacité. Un peu comme les Français quand ils descendent manifester dans la rue. Ça, c'est une bonne tradition française, les manifestations. Par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a eu des grandes manifestations en France contre la réforme des retraites. Ça a été tout un sujet pendant des mois et des mois. En gros, je vous l'explique en 2 minutes. La retraite en France, elle est aujourd'hui à, je crois, 64 ans, alors qu'avant, elle était à 62 ans. Et le fait que l'État français
que le gouvernement ait voulu prolonger la date de retraite de 2 ans, ça a créé tout un tas de manifestations en France parce qu'il y a des personnes qui étaient opposées à cela. Elles étaient vent debout contre la réforme des retraites. Alors c'est un sujet très compliqué et très vaste, donc je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui. Je vais même pas vous le détailler du tout. C'était juste pour vous illustrer l'expression être vent debout contre quelque chose. Enfin, de toute façon, dès qu'il y a une réforme en France, on est toujours en train de manifester. Il y aura toujours des Français qui seront contre telle ou telle réforme. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais on est un peuple connu pour protester, pour manifester, pour s'opposer, pour n'être jamais content. Alors que quand même, faut pas déconner, en France, on n'est pas en guerre, donc c'est la paix. On a quand même un territoire qui est magnifique. On a des plaines, on a la mer, on a de la montagne, on a une culture, une histoire qui est riche, on a la sécurité sociale pour payer les frais de santé. Alors oui, les impôts sont élevés, ça c'est sûr. Mais quand même, je trouve qu'on se plaint beaucoup si on se compare à d'autres pays beaucoup plus en difficulté, beaucoup plus pauvres et surtout en guerre. Enfin ça, c'est que mon avis. Évidemment, il y aura des personnes qui ne seront pas du tout de cet avis, qui seront vent debout contre moi. Donc vous l'avez compris, être vent debout contre quelque chose, c'est s'opposer fortement à cette chose. En anglais, c'est to be opposed to something. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pas grand-chose. Peut-être juste l'expression de demain. Ça sera je t'aime, moi non plus. Une jolie expression que je vous expliquerai. Et on parlera aussi et surtout de la guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à parler de mon podcast sur Internet, sur Reddit, dans les forums. C'est ça aussi qui fait que les auditeurs augmentent, que le nombre d'écoutes augmente. Et moi, ça me fait plaisir de vous aider en français et de pouvoir aider de plus en plus de monde. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye, hasta luego. Et l'aleja, matane.